Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Aujourd'hui, c'est une formation qui l'année dernière était en première division, qui est désormais en deuxième division. C'est l'équipe Israël Première Tech. On va revenir sur la saison 2022 de cette formation. Et puis, on va voir un petit peu l'effectif de cette équipe, qui est l'effectif le plus fourni en deuxième division, vu qu'ils sont à 29 coureurs. C'est-à-dire que c'est un effectif il y a des effectifs de World Tour qui sont plus petits que ça. On a l'impression même qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en deuxième division et qu'ils vont avoir certes l'invitation sur le Tour de France, mais sur le Giro, la Vuelta, vu le nombre d'équipes italiennes et d'équipes espagnoles, ça m'étonnerait qu'ils aient les invites. Donc je vois moyennement l'intérêt d'être avec autant de coureurs dans cet effectif, même s'ils vont avoir un calendrier World Tour important. Sur les grands tours, ça va être beaucoup plus calme pour eux. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire les coureurs à suivre dans cette équipe, ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire l'année prochaine. Est-ce que c'est un mal pour un bien pour elle même d'être en deuxième division? Enfin voilà, on parlera de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir également EPS 2.0 sur Spotify et TikTok. On commence tout de suite avec Israël Première Tech, qui est redescendu en deuxième division. Alors l'année dernière, au niveau du ranking UCI, c'est pas folichon, c'est 19e avec 4806 points. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats intéressants. Je pense notamment aux 2 victoires sur le Tour de France pour cette formation. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas vraiment compris comment ça marchait le barème UCI et qu'ils n'ont pas bien calculé leurs coûts. Je pense qu'ils n'ont pas assez roulé dans des plus petites courses. Ils se sont contentés d'aller sur beaucoup de grosses épreuves. Ils ne sont pas allés sur les Coupes de France, ils ne sont pas allés sur les Coupes de Belgique, notamment Israël. Et ça, je pense que ça a été une erreur parce qu'ils s'en sont aperçus très tardivement qu'ils étaient mal placés dans la course au point, alors qu'ils étaient déjà mal placés dès le début de saison. Et surtout, ils ont gagné des choses, je pense sur le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, mais c'est en fait des étapes, et les étapes rapportaient très peu de points. On l'avait dit, c'était le gros problème de l'ancien barème UCI, c'est qu'une victoire d'étape, c'était moins qu'une Coupe de Belgique. Une victoire d'étape sur le Tour de France, c'était moins qu'une Coupe de France. Et ce qui fait qu'avec ce système-là, ça les a encore plus pénalisés, vu qu'en plus ils n'ont pas joué le général sur les 3 grands tours. Ils n'avaient pas les coureurs pour jouer le général sur les 3 grands tours. Alors ensuite, ils ont tenté des manœuvres, notamment avec Dylan Tuns, de mettre la pression sur l'UCI. Mais ça n'a pas marché, l'UCI a tenu. Ils sont retombés en deuxième division. Après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour cette formation? On peut se dire ça. Ils vont pas avoir les contraintes d'aller sur toutes les courses World Tour. C'est-à-dire les courses qui leur conviennent pas, ils peuvent ne pas y aller. Les courses qui sont un peu plus petites du World Tour, par exemple le Grand Prix de Plouay, enfin la Bretagne classique, ils vont peut-être pas y aller. Et ils vont moins avoir la pression du résultat qu'ils ont pu avoir en fin de saison l'année dernière, où ils tentaient de courir après les points, mais où c'était trop tard, parce qu'ils avaient énormément de points de retard, et que même leur bon Tour de France, ça n'a pas suffi. Parce que leur Tour de France, certes, il est bon, mais je crois qu'ils gagnent 400 points. Donc ils n'ont pas été très bons comptables dans cette affaire. C'est-à-dire que oui, il y a eu du panache, mais en termes de comptabilité, ça n'a pas marché. Le panache n'était pas très intéressant avec le barème UCI. Il fallait être pragmatique avec ce barème UCI. C'est ce qu'ont fait les équipes françaises notamment, qui ont été très pragmatiques là-dedans. On passe tout de suite au niveau des grands résultats. Il y a une 3e place sur le Tour de Suisse pour Jakob Fuglsang. La victoire sur le Tour de Turquie pour Patrick Bevin, mais vous voyez, c'est 160-150 points. Il n'y a aucun résultat donc, qui a fait plus que 160 points au niveau du ranking UCI. C'est pas suffisant. La Maryland Classic pour Seb Van Mark, l'une des rares courses remportées dans sa carrière par Seb Van Mark. La 2e place sur l'Arctic Race of Norway de Hugo Hull. La route d'Occitanie pour Michael Woods. 2 étapes sur le Tour de France. Le Tour de France avec la 23e place de Hugo Hull. Dylan Tuns, 5e du Tour de Grande-Bretagne. Et la 13e place sur Paris-Nice de Hugo Hull. Donc voilà, il y a eu quand même des résultats, mais ça n'a pas suffi.
On passe aux victoires de l'année 2022. Elles sont au nombre de 15. On commence avec 2 victoires pour des coureurs qui n'avaient pas ce jour-là le maillot de leur formation. C'est le Grand Prix Visco pour Itanar Einorm et Sébastien Berwick sur l'Alpe Tour sur l'étape numéro 5. Et puis 15 victoires. La deuxième étape de Grande Camino pour Michael Woods. L'étape 7 est le général du Tour de Turquie pour Patrick Bevin, qui a remporté également l'étape 3 du Tour de Romandie. Jakob Fuglsang qui a remporté la Mercantour classique, le Tour de Suisse pour Daryl Impey, Michael Woods qui a remporté la Route d'Occitanie et l'étape numéro 3, et Omer Goldstein, le championnat du contre-la-montre d'Israël, Itanar Einorm, le championnat sur route d'Israël, Simon Clark, 5e étape du Tour de France, Hugo Hull, la 16e étape, le Tour de Castille et Léon, l'étape numéro 1 pour Giacomo Nizzolo, Corbin Strong, l'étape 1 du Tour de Grande-Bretagne, et Seb Van Mark pour la Marineland Cycling Classique. 15 victoires, et bien c'est moins qu'en 2021 où il y en avait eu 17, c'est mieux qu'en 2020 où il y en avait eu 10, on est loin du record de 2019 avec 29 victoires. On regarde les transferts, parmi les départs, pas mal de départs à la retraite dans cet effectif. C'est vrai que c'est un effectif assez âgé. Les départs à la retraite de Guy Nive, Alexander Cataford, qui eux n'étaient pas très vieux, mais surtout Alex Dosset et Mathias Brandle. On a le départ d'Alexandro De Marchi pour le team Jayco Alula. Vous avez Patrick Bevin pour DSM. Vous avez Carl Frederick Hagen pour Q36.5 Pro Cycling Team. James Piccoli qui rejoint China Glory Continental Cycling Team, donc l'équipe, le grand projet chinois avec l'ancien coureur de la BMC. J'ai oublié son nom. C'était Armel. J'ai Armel Tripon qui est le navigateur à la voile, donc c'est pas lui. Vous avez Jente Biermans qui rejoint la Arkea Samsic et Rudy Barbier qui rejoint Saint-Michel Mavic Aubert 93. C'est l'équipe de Lionel Marie, voilà, mais c'était pas lui que je cherchais. C'était surtout Amel Moinard, voilà, j'avais Armel, je savais que c'était pas Armel. Et Jérôme Coppel également, qui était dans cette formation, je ne sais pas si c'est encore le cas pour cette année 2023, puisque pour l'instant on a peu d'informations, voilà, sur les coureurs dans cette équipe 2023 qui commencera au Tour de Rwanda, cette équipe continentale. Parmi les arrivées, Nick Schulz de la Bike Exchange, Stephen Williams de la Bahreïn, Jens Renders de la Sport Flanderen Baloise, et puis Marco Frigo, Derek Guy et Mason Holliman de l'équipe Israel Cycling Academy. Et puis Mathieu Riccitello qui était chez Hagens Berman Axeon. Ce qui fait l'effectif est donc composé de 29 coureurs. Le plus jeune étant Mathieu Riccitello qui a 20 ans, le plus âgé étant Daryl Impey qui a 38 ans. Dans cet effectif, vous avez encore près de la moitié de l'effectif qui a plus de 30 ans, ce qui est quand même encore inquiétant, et seulement 7 coureurs qui ont moins de 25 ans dans cet effectif. On commence tout de suite avec les coureurs à suivre. J'en ai choisi 6. J'ai décidé de faire un peu comme les équipes World Tour, parce que là on est quand même sur un gros effectif, avec Dylan Tuns, lui qui a rejoint l'équipe en cours de saison au mois d'août. Il y a eu le transfert de la Bahreïn vers Israël. La deuxième partie de saison a été un petit peu compliquée. C'est vrai que je pense qu'il avait été recruté pour marquer des points, sauf qu'il avait déjà énormément de jours de course dans les pattes, et que notamment son Tour de France, il avait fini son Tour de France vraiment fatigué. Enfin moi je l'avais trouvé fatigué sur le Tour de France, et en plus il était déjà à, je pense 55 jours de course à ce moment-là de l'année. Et on l'avait senti moins frais, c'est-à-dire que vraiment sur la deuxième partie de saison, dès le Tour de Romandie même, on peut le dire, ça avait été compliqué. Il avait eu un gros pic de forme, notamment sur la Flèche Wallonne, 8e de la Flèche Wallonne, 6e du Tour des Flandres, vainqueur de la Flèche Wallonne, 6e de Liège-Bastogne-Liège, où il était peut-être le plus fort, 5e de la dernière étape du Tour de Catalogne également. Et sur la suite, ça avait été un peu plus compliqué, notamment sur le Dauphiné ou sur le Tour de France où il fait quand même 18e du général. Et ensuite, il y a le Tour de Grande-Bretagne où il fait 5e, 4e du Grand Prix de Wallonie, mais on ne l'a pas vu notamment sur le Tour de Lombardie parce que à 65 jours de course dans l'année, au bout d'un moment, ça commence à être difficile. Il va se concentrer cette année sur les classiques. Il est aussi bon pour moi dans les classiques belges
dans les Flandriennes belges que dans les Ardennaises. Donc c'est vrai que c'est un coureur qui est très puissant et qui a des qualités qui peuvent très bien convenir également sur un Tour des Flandres, aussi bien que sur une Flèche Wallonne. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est surtout que de cette manière, Israël aura deux cartes. Ils auront certes Seb Van Mark, ils auront aussi Nizzolo, qui est pas mauvais sur les classiques, mais ils auront aussi Dylan Tuns. Ils auront voilà, plusieurs cartes sur les classiques, alors qu'avant, ça se concentrait quand même surtout sur Seb Van Mark et un peu sur Nizzolo. Là, ils auront, et l'année dernière encore, je suis même pas sûr, parce que je suis même pas sûr que Nizzolo ait fait les classiques. Là, ils auront un peu plus d'opportunités de jouer au niveau tactique. Et puis, bah, on va voir. Il a 30 ans. Donc ça serait bien voilà, il continue d'exprimer son talent. C'est un coureur qui est très intéressant, qui a mis un peu de temps avant d'arriver à maturité chez BMC. C'était un bon coureur, mais qui n'était pas exceptionnel. Il est devenu très bon en arrivant chez Bahreïn et au fur et à mesure du temps. Je trouve qu'il a vraiment pas mal progressé voilà, sur ces dernières années chez BMC, mais voilà, il a mis un peu de temps avant d'avoir de la maturité et d'être performant. Je continue avec un coureur, lui, qui n'attend pas le poids des ans, c'est Corbin Strong, la pépite néo-zélandaise, coureur très rapide. Coureur en fait très complet, parce que c'est pas qu'un coureur rapide. On l'a vu notamment sur le Tour de Turquie l'année dernière, où il fait quand même 15e du général. C'est que c'est un coureur qui est rapide et qui passe bien les bosses. Moi j'aimerais le voir, mais je pense qu'on ne le verra pas. C'est sur des classiques de type l'Amstel, parce que je pense que c'est vraiment presque le profil idéal pour l'Amstel. Il a un profil un peu à la Brian Cocard, c'est-à-dire 1m73, 63 kg. Il est un peu plus lourd que Brian Cocard, parce que Brian Cocard a 58, et il a presque le poids de Pidcock, même, peut-être plus Pidcock même. Il fait quand même 7ème de Grande Piemonte, 2ème de Coppa Bernocchi, 14e de Paris-Chauny, 13e de la Coppa Agostini, 5e du Grand Prix de Wallonie, 15e pardon, du Grand Prix de Fourmies, 6e du Tour de Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment des très très bons résultats à 22 ans. 15e du Tour de Turquie, 11e de la deuxième étape à Rousson sur l'étoile de Bessèges. Enfin voilà, c'est un coureur qui est vraiment sur un profil, je pense, puncher. Et puncher un peu sprinter, enfin voilà, c'est un coureur qui est très complet, mais pour le moment je pense qu'il a plus un profil puncher, coureur qui est passé chez SEG Racing Academy, donc normalement c'est quand même plutôt des coureurs de talent qui passent dans cette formation. On le dit toujours, c'est la formation des agents de coureurs, et c'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de très bons coureurs qui sont passés dans cette équipe, notamment l'année où il y était. Il y avait Dan Houle qui était également dans cette formation, et puis Marco Frigo qui va donc retrouver, qui était dans cette équipe également et qui était ensuite parti dans l'équipe développement d'Israël. Mais c'est un coureur qui c'est une équipe où il y a toujours où il y avait, parce que c'est une équipe qui n'existe plus depuis l'année dernière, mais où il y a toujours eu des bons coureurs. Jordi Meus par exemple, Arensman, David Decker sont passés par cette formation, et c'est quand même pas vraiment des peintres. Voilà, c'est la formation qui a toujours vraiment été intéressante pour trouver les jeunes coureurs comme comme la formation d'Axel Merckx également, qui a toujours trouvé des très bons coureurs aussi. Donc c'est pas une surprise de le voir passer dans cette équipe, et ça veut dire qu'il y a du talent. On va le voir dès le Tour de Nander. Faire attention quand même à lui, parce que sur un Tour de Nander, c'est également un profil de coureur qui peut être très intéressant. On passe à Chris Froome, qui lui aussi sera sur le Tour de Nander. Il arrive avec des ambitions sur le Tour de Nander. 37 ans, il poursuit. On n'était pas si sûr que ça, qui continue. Moi, je pense qu'il est encore capable de gagner une étape du Grand Tour. Jouer le général, non. Je pense qu'il a plus les capacités de récupération. Il a plus le coup de pédale qu'il avait, son accident sur le critérium du Dauphiné a eu des conséquences, notamment sur sa manière de pédaler. C'est un peu comme Pozzo Vivo. Aujourd'hui, Froome a plus la même manière de faire. Sa position sur le vélo est différente. Il y a quelques signes qui permettent de voir qu'il n'a pas retrouvé l'entièreté de sa condition physique.
Notamment, il est un peu affaissé au niveau des épaules, surtout quand il est en difficulté. Ça se voit encore plus quand il est en difficulté, mais il est affaissé au niveau des épaules. On pourrait presque croire qu'il a plus les épaules, tu vois, à la même hauteur d'un côté que de l'autre. Mais du côté de Chris Froome, il est encore capable d'avoir des résultats. Je pense que la troisième place l'année dernière sur le Tour de France lui a fait beaucoup de bien. Et c'est un coureur qui sait se préparer. Après, c'est pas un coureur qui te marquera 1500 points UCI dans l'année, quoi. Mais c'est un coureur qui a toujours des qualités. Après, c'est sûr qu'il a 37 ans, donc il est plus tout jeune. Ça fait 15 ans qu'il est dans le milieu du cyclisme. Mais je pense qu'il a toujours la volonté de se battre. Et je pense qu'il voit un peu le bout du tunnel. S'il a pu faire une vraie préparation physique, ce qui n'était pas le cas les dernières années, où son intersaison était toujours très compliquée, s'il peut faire une vraie intersaison, peut-être aussi qu'il a moins de douleur désormais, qu'il a trouvé une posture qui lui convient bien. Moi, je pense que ça peut être pas mal pour 2023. Après, encore une fois, faut rester raisonnable. C'est pas un mec qui a gagné encore le Tour de France. Mais chercher une étape sur un grand tour, je pense qu'il en a encore les qualités, les capacités. Et encore une fois, l'année dernière, il fait troisième sur l'Alpe d'Huez. Sur l'étape de Pidcock, il tombe quand même surtout sur un grand Pidcock. Parce que sinon, ça aurait pu encore mieux le faire. Mais pas de peau pour lui. Il y avait eu Pidcock qui était en forme. Voilà, j'espère retrouver le Chris Froome d'il y a quelques années. Hein. Ça, c'est clair et net que c'est l'envie qu'on a tous. Hugo Hull, super saison 2022 pour Hugo Hull. Et on serait même en train de se dire, jouer le général sur un grand tour, c'est pas impossible. Alors c'est dommage qu'il s'en soit aperçu à 31 ans, mais il a les qualités pour le faire. Pas jouer un top 10, enfin un top 10, je dirais peut-être entre 8 et 10 c'est faisable, mieux que 8 non, mais déjà ça amène des points. Et puis pour le Canada ça serait important parce que enfin, pour le Québec surtout, je pense que ça permettrait de créer des vocations, comme sa victoire d'étape a peut-être créé des vocations, mais il a fait un super été. Alors, pas de chance, c'est que il a arrêté sa saison à Montréal et Québec sur 2 abandons. Donc, est-ce qu'il y a eu une fatigue physique ou est-ce qu'un petit virus, parfois, voilà, vous pouvez avoir des petits soucis de ce type-là, qui fait que vous êtes obligé d'arrêter votre saison plus tôt. Donc ça peut être un problème. Mais c'est un coureur qui était excellent équipier. Je me souviens chez G2R, chez Astana, il a aidé nombre de leaders à performer. Et l'année dernière, il a joué sa carte personnelle et je trouve que ça lui a plutôt très très bien réussi. Donc c'est là où je me dis que sur des courses on savait que sur les courses d'une semaine, il était bon. Sur les courses type Paris-Nice, il était performant, il avait déjà fait des résultats sur des courses de ce type-là. Par contre, sur le Tour de France, il nous a beaucoup plus impressionnés. L'objectif maintenant, c'est peut-être d'aller chercher quelque chose où il peut de toute manière jouer des étapes. Voilà, des victoires d'étapes, ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, il peut faire également des bons résultats sur les courses d'une semaine. Et puis avec la confiance qu'il a accumulée de sa saison 2022, il peut peut-être faire des super résultats en 2023. C'est tout ce que je lui souhaite parce que c'est un coureur qui est très sympathique. Surtout, ça fait du bien de voir un peu les grégarios se retrouver leader. Tu vois, les équipiers qui deviennent, leaders, qui deviennent des coureurs plus importants dans les effectifs, c'est intéressant parce que ça montre à certains coureurs que c'est possible. Voilà, et lui c'est totalement l'équipier parce que quand il était chez G2R c'était l'équipier, hein. C'était parfois le mec qui roulait pendant 20 bornes, 30 bornes, 40 bornes en début d'étape pour contrôler, voilà, il n'avait pas un rôle facile, c'était on va dire la première pierre souvent pour un leader, c'était le coureur un peu l'homme à tout faire. Le voir gagner l'année dernière sur le Tour de France, j'étais très content pour lui. S'il peut reperformer, ça peut être super. Et puis il a des petites qualités de puncher en plus, donc ça peut être intéressant également parce qu'il est capable de changer de rythme. Hein. C'est un coureur qui a des belles qualités là-dedans. Et puis troisième à Saint-Etienne aussi l'année dernière sur le Tour de France. Quand tu vois la manière dont il fait 23e du Tour en jouant les échappées et comment il finit le Tour de France, je me dis qu'il est capable, pourquoi pas, d'aller faire top 15. Top 15, ça peut être bien.
Et puis il peut encore aider un leader aussi, hein. Bon, même si le problème c'est que chez Israël, des leaders pour le général, ils en ont toujours pas. Ça, c'est un peu leur problème. Giacomo Nizzolo, année 2022 pas bonne, hein, il fait partie de mes déceptions de la saison. Moi j'ai envie de le revoir au top. Voilà. J'ai envie de le revoir au top, mais il aura 34 ans cette année, au mois de janvier, hein, donc il va les avoir bientôt. Il faut qu'il retrouve de la confiance. Ça c'est clair et net parce que. Alors déjà qu'avant c'était pas un serial gagneur, parce que je rappelle que chez Trek il avait pas des. Ça, c'est pas un mec qui a fait des saisons à 10 victoires, hein. Euh, une bonne saison de Nizzolo c'était déjà 6-7 victoires. Mais il avait été tellement bon chez NTT, son passage chez NTT et QBK a été tellement bon, il a tellement progressé dans cette période-là, que c'est vrai que le revoir disparaître l'année dernière chez Israël m'a vraiment profondément déçu. Euh, et parce qu'il avait eu une. C'est vrai que chez Trek, il avait eu du mal vraiment à être très très bon. On se souvient notamment face à Boigny, où il avait vraiment souffert, hein, l'année du Giro face à Boigny. Il voit pas le jour par rapport aux coureurs français sur les victoires d'étape, hein, je précise. Mais voilà, c'est un coureur qui a des qualités et je trouve que soit il n'est pas tombé dans les bonnes équipes, il était chez Trek. Enfin, Trek a rarement été bon avec les sprinters. Ensuite, il s'est retrouvé chez NTT. Là, il était vraiment leader. Le problème, c'est que l'équipe avait pas de moyens pour lui donner des équipiers vraiment de grosse importance. Et on sait que c'est un sprinter qui a besoin d'un train, déjà Nizzolo, et on sait qu'il est capable d'avoir des résultats, mais il faut qu'il ait la confiance. C'est un coureur qui marche au moral, et là, c'est vrai que ces derniers temps, ça a pas vraiment fonctionné. Alors, il doit commencer sur le Tour de San Juan, avec pour objectif Milan-San Remo, objectif également Tour de France pour Nizzolo. Mais il faudra voir parce que je pense qu'ils vont pas avoir les invites sur les deux autres grands tours. Ça serait très surprenant de la part d'Israël d'avoir les invitations sur le Tour d'Espagne et sur le Tour d'Italie. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à avoir tous leurs leaders sur le même grand tour. Donc normalement quand tu es sprinter et que tu te retrouves dans cette situation-là, et bah, c'est très compliqué parce que t'as pas de train pour toi. Et donc on sait très bien que sur un Tour de France, si t'as pas de train, ça devient beaucoup plus compliqué pour gagner des sprints. Hein, en 2023 surtout. Simon Clark, pour finir. Incroyable que ce coureur-là n'avait pas de contrat l'année dernière. Bah, il a fait une belle saison. Il a 36 ans, mais ce qu'il vient de faire, notamment au championnat d'Australie, là, il prend la deuxième place dans un championnat d'Australie qui était vraiment très relevé cette année. Bah, c'est plutôt très intéressant. Et moi, je pense qu'il a encore les qualités. Il est passé tout près du précipice. Alors, je te dirais pas gagner Liège-Bastogne-Liège, mais gagner une Drôme classique, gagner une étape sur le Tour de France, il a totalement les qualités pour. C'est un super baroudeur, c'est un super coureur. Moi, je trouve que beaucoup d'équipes ont raté le coche avec lui parce qu'il aurait fallu le recruter. C'est vrai qu'il a mis du temps lui aussi à exprimer son talent. Chez Orica, c'était pas incroyable, il y avait souvent un rôle d'équipier, mais chez UF, il a fait tout le temps du très bon travail quand il était chez UF. Chez Israël, bah, il a fait du bon boulot l'année dernière, que ce soit en tant qu'équipier sur les classiques. Et puis là, en plus, il a un vrai leader en plus sur les classiques ardennaises. C'est vrai qu'il va avoir comme leader un très bon coureur. Donc c'est un coureur voilà, que je vais suivre. Et quand tu regardes tous ses résultats l'année dernière, il n'y a quand même pas grand-chose à acheter sur sa saison. Peut-être plus sur la deuxième partie de saison où ça a été compliqué, mais la victoire sur le Tour de France a été tellement inattendue pour lui que ça a été difficile il y a eu trop d'émotions, mais il a fait vraiment une très très bonne saison l'année dernière. C'était l'une de ses meilleures saisons en carrière. Quatrième du Tour d'Apoligno, troisième du Grand Prix Miguel-Indurain. Il a fait également septième du Het Nieuwsblad, troisième du Trophée OCR des Tramontana, alors qu'il venait d'être recruté par Israël. En plus, c'est fou parce qu'il est resté hyper concentré dans sa préparation, alors qu'il avait vraiment à un moment aucune touche pour un contrat, et il continue à s'entraîner, et ça je trouve que c'est très très fort.
Et c'est un très bon puncher. Voilà, Simon Clark. Du côté du maillot, bah, ça change. Je crois que sur un grand tour, ils avaient eu un maillot assez similaire en termes de couleur. Alors, j'ai plus l'idée si c'était pas sur le Giro où ils ont fait ça une année, où ils avaient un maillot assez foncé parce que c'était pour leur partenaire Vini Fantini. Donc là, ils ont repris les couleurs foncées. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve surtout que ça apporte du changement en termes de couleur à cette équipe. Par contre, le problème, c'est qu'on est sur du bleu foncé un peu. Enfin, il faudra voir en pleine lumière. J'ai l'impression que c'est du bleu foncé, mais peut-être que ça tient un peu sur le violet. Et que forcément, bah, toutes les équipes ayant adopté, enfin beaucoup d'équipes ayant adopté cette, ces tons de couleurs, là, ça risque d'être compliqué de les remarquer dans le peloton. Mais on verra ça dès le début de saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!